Donc oui, Saint-Émilion, le nom est largement connu et au final, c'est un colloque en 2008 qui a abouti au constat qu'il était temps de se remettre à la tâche et puis de revenir à étudier plus en détail cette belle ville. Ça a donné lieu à un programme collectif de recherche dont Frédéric Boutoul, que vous venez d'entendre, en était le directeur et j'ai eu le plaisir d'y participer pour ma part à partir de début 2012 et en l'occurrence pour la partie d'inventaire des maisons médiévales. Nous étions à deux archéologues sur le terrain, ma collègue Agnès Marin et moi-même, et donc nous avons mené ce travail de fond de 2011 à 2013 pour la partie d'inventaire. Donc on a visité presque les 400 parcelles cadastrales qui forment la ville actuelle. Et puis ensuite, il y a eu plusieurs opérations archéologiques, là j'y reviendrai dans le cadre de cette conférence, et donc une publication, à savoir le Cahier du patrimoine, qui est sorti en 2016, que j'ai eu le plaisir de coécrire donc avec Agnès et également avec Frédéric Boutoul et Pierre Garrigou-Branchant, donc que j'avais déjà cité. Et bien dans les prochains mois, j'espère bien pouvoir vous annoncer la parution d'un prochain livre que j'ai écrit cette fois-ci à destination du grand public, ou du moins d'un public plus large, sur Saint-Émilion au Moyen-Âge. C'est un petit peu les grandes lignes de cet ouvrage que vous retrouverez dans la conférence de ce soir. Et cette conférence, je l'ai dit, va traiter avant tout de l'évolution urbaine de Saint-Émilion. Et il faut citer là l'analyse pionnière qu'avait fait Ézéchiel Jeancouret à l'occasion du colloque de 2008, justement, où il s'était penché sur les formes parcellaires remarquables, donc l'approche de la ville au travers des cadastres anciens. Donc nous verrons au fil de la conférence qu'un certain nombre de ces hypothèses ont pu être vérifiées sur le terrain, effectivement, d'autres un petit peu nuancées, et puis certaines aujourd'hui sont infirmées du fait des différentes approches qui ont été permises par ce programme collectif de recherche. Alors, pour commencer, on va démarrer avec les origines, si mon PowerPoint veut bien avancer. Voilà. Donc, j'ai organisé ma conférence sur avant, pendant et après l'enceinte. On verra tout à l'heure le rôle majeur qu'a joué cette enceinte. Avant l'enceinte, les origines de la ville, Frédéric l'a longuement brossé la semaine dernière, le portrait assez opaque de cette ville pour laquelle il reste encore de très nombreux mystères. On manque énormément de textes pour les origines. Et avant d'y revenir, je vous présente tout de suite sur la droite. Vous devez voir donc ce plan de Saint-Émilion tel que vous le connaissez aujourd'hui. Cette ville qui s'organise en deux parties bien distinctes, à savoir ce qu'on appelle la ville haute, la partie sur le plateau, qui vient enserrer la ville basse que vous voyez ici, qui correspond au vallon ou à la combe, qui a donné son nom à ce lieu aux origines, qui était donc Ascumbas avant de s'appeler Saint-Émilion. Et c'est à la jonction de ces deux espaces, dans la roche, qu'est né Saint-Émilion. Alors, on a les origines mythiques de l'arrivée de cet ermite breton au 8e siècle. Pour l'archéologue, il faut attendre le tournant de l'an 1000 pour découvrir les premiers vestiges archéologiques, les parties les plus anciennes qui ont été identifiées à ce jour, à savoir un premier sanctuaire dont vous voyez un élément en photo aujourd'hui qui correspond aux anciennes catacombes. Et ce sanctuaire, au fil des siècles, au fil du 11e et du 12e siècle, va se développer dans la roche pour aboutir en particulier à la fameuse église monolithe, comme on la surnomme, que tout le monde connaît. Vous en voyez une photo ici depuis l'extérieur, depuis la place du marché. Cette église, alors généralement on la situe aux alentours de 1100, enfin 11e, début 12e, à voir, il y a encore là aussi un certain nombre de flous, mais je laisse mes camarades des prochaines conférences revenir plus en détail sur cet édifice passionnant. Ce sur quoi je veux attirer votre attention, c'est
lorsqu'on est dehors, si vous voyez cette photo, vous repérez au-dessus un mur d'enceinte qui vient épouser le front rocheux à l'aplomb de la façade de l'église monolithe et qui forme une excroissance ici qui correspond tout simplement au niveau de la rotonde. Et on voit donc ici qu'on a eu une fortification. Vous avez des contreforts plats, vous avez même des meurtrières. Et même si ça a été très rénové depuis le 19e siècle, on voit aux pierres ici, si on regarde sur ce dessin de Drouin, que vous connaissez pour la plupart, au milieu du 19e siècle, donc avant les restaurations, on voit bien qu'on avait effectivement bien une configuration de murs d'enceinte. On a donc ici le témoignage d'une fortification qui existait au cœur de la ville, a priori contemporaine du sanctuaire souterrain. Il semble que cette fortification en contrôlait les accès, sachant que, si on revient sur la photo précédente, les fenêtres gothiques de la fin du Moyen-Âge ou le portail du XIIIe siècle n'existaient pas au moment où est construite cette muraille et au moment où l'on creuse l'église monolithe. On ne connaît pas les accès primitifs à cette église monolithe. Mais on voit donc ici un premier noyau de développement. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un véritable château? Est-ce que ce serait un château lié aux seigneurs des lieux à l'époque, à savoir les vicomtes de Castillon, comme Frédéric en a parlé, au moins jusqu'au début du XIIe siècle? Ce qui m'embête, entre guillemets, c'est que le mode de construction de ce mur est identique à ce que l'on va voir tout à l'heure sur le mur d'enceinte de Saint-Émilion, les maisons romanes. Donc ça nous pousse quand même, a priori, relativement loin dans le XIIe siècle, à une époque où, a priori, le vicomte de Saint-Émilion est déjà hors jeu et n'a plus rien à faire sur Saint-Émilion. Donc on a une zone obscure sur le commanditaire de cette fortification, mais ça marque bien ce premier noyau. Et quand on voit toutes les querelles qui ont eu lieu à la fin du XIe siècle pour la possession de ce sanctuaire, de ce premier monastère, c'était la conférence de la semaine dernière, on imagine bien que le lieu était déjà prospère et qu'il y avait probablement une première agglomération dont au final, aujourd'hui, on ne trouve pas véritablement de traces. Il y a eu l'hypothèse d'un premier noyau urbain qui aurait enserré cette partie-ci. Probablement a-t-on eu effectivement des maisons, mais aujourd'hui, tel qu'il était envisagé, on y reviendra un petit peu plus tard, l'archéologie ne permet pas de l'attester. Pour avancer dans l'histoire de Saint-Émilion, on passe à la phase suivante, et cette fois-ci, donc, les plans et en particulier l'analyse du parcellaire et l'alignement de la voirie permet d'identifier plusieurs opérations d'urbanisme antérieures à l'enceinte. On y reviendra tout à l'heure à l'enceinte. Donc, on a visiblement un premier lotissement qui occupe la ville basse et on voit la trame ici de la voirie qui s'organise principalement sur une orientation sud-est-nord-ouest qui correspond grosso modo à la découpe du front rocheux de la Combe. On repère aussi un alignement différent, cette fois-ci sur le plateau, avec des rues qui ont un axe, cette fois-ci plutôt nord-sud, relativement régulier, et qui semble indiquer deux opérations distinctes. Et ce qui est intéressant, en particulier pour la deuxième opération de lotissement, c'est que ces alignements parcellaires et de voirie, on les retrouve également à l'extérieur de l'emprise de la ville que l'on connaît aujourd'hui, ce qui semble indiquer que la ville était initialement plus vaste, ou du moins, il faut être prudent, que le projet de lotissement était plus étendu que ce que retiendra l'enceinte par la suite. Là, faute de texte, encore une fois, on est bien embêté pour savoir quel est le commanditaire de cette ou de ces opérations. En ville basse, est-ce que ça remonte à l'époque des vicomtes de Castillon, c'est-à-dire au début du XIIe siècle, ou est-ce que c'est déjà l'archevêque de Bordeaux, comme on l'a vu la semaine dernière, qui a pris les choses en main? C'est certain pour le développement de la collégiale au milieu du XIIe siècle. Là, c'est l'emprise des archevêques de Bordeaux. Le lotissement de la ville haute, est-ce l'archevêque? Est-ce le chapitre de la collégiale?
ou une entité différente, probablement les bourgeois de Saint-Émilion déjà qui ont pu lancer cette opération d'envergure. Mais encore une fois, les textes sont actuellement muets sur ces questions-là. Avant de passer à l'étape suivante, on a une autre zone à mentionner. Ça se trouve au sud de la ville, hors champ là, de mon plan. C'est le quartier de la Madeleine, au niveau de l'actuel château aux Zones et de la chapelle de la Madeleine. Eh bien, dès le XIe siècle, on a un quartier qui va se développer autour de l'église Sainte-Marie. Je trouvais vraiment juste en limite ici. Sur cette église, vous en avez peut-être entendu parler, c'est Natacha Sauvêtre qui mène des fouilles actuellement sur ce superbe site, qui s'accompagnait d'un vaste cimetière rupestre, on retrouve des tombes jusque à l'entrée sud de la ville, donc un cimetière qui devait couvrir un très vaste secteur. Ce quartier de la Madeleine pourrait, lui, être en lien avec une famille seigneuriale, la famille des Lescours, qui est une branche cadette des vicomtes de Castillon, et qui avait, on le verra plus tard, leur maison forte juste à côté de la chapelle de la Madeleine. Donc on a bien deux sites religieux différents ici dans ce quartier. L'église Sainte-Marie, qui était une église paroissiale, qui a aujourd'hui disparu, et c'est l'église qui est fouillée par Natacha, et juste à côté, la modeste chapelle de la Madeleine qui existe toujours, on en verra une photo tout à l'heure, et qui, elle, remonte aux dernières années du XIIe siècle, et c'est elle qui a donné son nom à ce quartier, que l'on connaît parfois aussi sous le nom du faubourg de la Villeneuve. On y reviendra tout à l'heure. Alors, on va maintenant attaquer un gros morceau de l'histoire de Saint-Émilion, puisque c'est la partie la plus visible aujourd'hui, à savoir le chantier de l'enceinte. Mais comme les lotissements de la génération précédente, là, les lotissements, on peut les situer dans le courant du XIIe siècle, sans être plus précis, l'enceinte, on a également un manque de texte et elle n'est pour ainsi dire pas documentée ou presque. On ne sait pas exactement à quand est-ce qu'elle remonte, ni qui en est le commanditaire, une fois de plus. Malgré tout, on a un certain nombre d'éléments sous la main, d'autant qu'avec Agnès, on a été amené à l'étudier plus qu'en détail, cette fameuse enceinte, dont la particularité, vous le voyez sur ce dessin de restitution ici, est qu'elle est constituée par les maisons elles-mêmes. Ce sont les maisons des plus riches bourgeois qui constituent l'enceinte, chacun construisant sa portion, et des maisons qui vont avoir des hauteurs différentes. Ça a son importance pour la suite, et comme ce sont des maisons, vous le voyez ici, on a également des fenêtres, ce qui, vous en conviendrez, met à mal la défense de la ville. Mais ça, ce sera pour plus tard. Alors, justement, ces fenêtres, ces éléments de décor permettent de situer, du point de vue stylistique, la construction entre la seconde moitié du XIIe siècle et le début du XIIIe siècle. Pour le terminus, la fin de la construction, là c'est à peu près bien situé, puisque on a un texte du roi de France en 1224 qui s'adresse aux habitants, auquel il promet de ne pas amoindrir la clôture de la ville. Donc 1224, on sait que cette clôture, cette enceinte urbaine existe. De la même façon, à l'est de la ville, on a un texte du cartulaire de l'abbaye de la Sauve-Majeure en 1220 qui parle de maisons qui appartenaient à l'abbaye de part et d'autre du mur à côté de la porte Brunet. Donc, on a là aussi le mur de ville qui est mentionné et des maisons qui se trouvaient donc des deux côtés de ce mur. C'est plus la datation du commencement de cette opération, de ce vaste chantier qui pose problème. Et la première question qui vient en tête, c'est de savoir si un tel chantier a pu démarrer avant la reconnaissance officielle de la commune par le roi-duc, roi d'Angleterre, duc d'Aquitaine, le roi-duc Jean Santerre en 1199, donc à la toute fin du XIIe siècle, par ce qu'on appelle la charte de Falaise, du nom du château où le roi-duc était au moment où il autorise les habitants de Saint-Émilion à s'organiser en communes. Alors, cette reconnaissance, elle intervient à un moment particulier, je ne m'étendrai pas dessus aujourd'hui, mais en fait, elle prouve qu'à cette époque-là, déjà, les bourgeois de Saint-Émilion et la ville de Saint-Émilion étaient suffisamment importantes, riches et influentes
pour intéresser le roi-duc, qui était en fait qui recherchait une légitimité au moment où il monte sur le trône. Donc cette reconnaissance de 1199, elle vient plutôt couronner une prospérité et un processus de développement urbain bien avancé. Il ne faut pas la voir comme un point de départ. D'autant que ce type de reconnaissance viennent généralement entériner une situation de fait, et il est tout à fait probable que les bourgeois de la ville aient pu lancer le chantier de l'enceinte quelques années plus tôt. On voit mal d'ailleurs qui d'autre aurait pu lancer ce chantier, puisque, on l'a dit, l'ancien seigneur de Saint-Émilion, c'était le vicomte de Castillon, mais il n'intervient plus à Saint-Émilion depuis le début du XIIe siècle. Les chanoines de la collégiale et l'archevêque de Bordeaux, qui gèrent de loin cette collégiale, bien ceux-là sont totalement absents des textes liés à l'administration de la ville. De la même façon, aucun texte émanant de l'administration ducale ne permet de laisser supposer que le roi-duc ait eu un quelconque rôle dans le chantier de cette enceinte. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de l'administration de la ville, on va le voir tout au long du XIIIe et du XIVe siècle, le roi-duc s'adresse directement aux bourgeois, de même que le roi de France, on l'avait vu avec l'exemple du texte de 1224. Et par la suite, pendant la guerre de Cent Ans, on verra que l'entretien de l'enceinte incombe directement à la Jurade, donc à la ville de Saint-Émilion, qui gère l'entretien et la restauration de cette muraille. Donc, dès l'origine, c'est très certainement un groupe de bourgeois, ancêtres de la Jurade, sur laquelle on reviendra tout à l'heure, des bourgeois de Saint-Émilion, qui ont déterminé le tracé de l'enceinte et l'intégration ou non d'un certain nombre de quartiers. Ce tracé, on y reviendra tout à l'heure. On va maintenant faire le tour du périmètre assez rapidement. Donc cette enceinte, elle couvre une surface de 13 hectares. On a un périmètre d'environ 1500 mètres et 6 portes différentes qui donnent accès à la ville. Alors, j'ai rajouté quelques vignettes au dernier moment puisque on a de très belles gravures anciennes de Saint-Émilion qui sont trop rarement utilisées, que l'on n'avait pas encore au moment du cahier du patrimoine. Donc, j'ai voulu les partager avec vous pour vous montrer les portes de la ville, puisque sur le cadastre de 1810, elles existent encore toutes. Les 6 portes qui font le tour de la ville sont encore présentes en 1810. Aujourd'hui, il n'en reste plus qu'une seule. Alors, je vais vous les présenter en partant du nord. Tout en haut, nous avions la porte bourgeoise que vous voyez ici sur le plan cadastral de 1810 et que vous apercevez là sur ce dessin de Pierre Lacour réalisé vers 1820. On a le palais cardinal juste à côté, on y reviendra. Cette porte a donc disparu. De même que, en allant un peu plus à l'ouest, la porte du chapitre que vous apercevez ici sur cette gravure, cette fois une gravure d'Engelmann, un petit peu avant 1839. Vous l'apercevez à ce niveau. Elle était précédée d'un pont qui enjambait le fossé et d'un bloc rocheux réservé au milieu du fossé, sur lequel on reviendra avec l'exemple tout à l'heure de la porte Brunet. Aujourd'hui, il n'en reste plus rien, puisqu'ici, c'est la place du monument aux morts actuellement, si vous connaissez Saint-Émilion. On poursuit le tour de ville. Alors, cette gravure très méconnue qui est conservée à la bibliothèque municipale de Bordeaux est l'une des rares représentations de la porte Saint-Martin, cette fois-ci vue depuis l'intérieur de la ville. Alors, l'auteur ici, c'est un certain Thiénon, vers 1820. Lui, il s'installe, si vous suivez ma souris, dans ce secteur, au niveau de la place Cap-de-Pont actuelle, et il regarde dans cette direction. Et quand on regarde de plus près, sur la droite de la tour du roi, que vous reconnaissez ici, la voici la porte Saint-Martin, vue depuis l'intérieur. On voit le passage avec la rue, ici, rue de la porte Saint-Martin. Donc cette porte, elle aussi, a disparu.
Poursuivons le tour de ville et descendons au sud, cette fois-ci Drouin, un auteur que l'on connaît mieux, à Saint-Émilion. Vous avez le plan de 1810 avec cette porte où on voit ici des escaliers qui sont représentés et que vous retrouvez effectivement sur le dessin de Drouin, la porte de la Madeleine ou porte Sainte-Marie. Elle porte deux noms différents. D'ailleurs, Drouin, lui, l'appelle porte des Trois-Maries. Encore un nom un petit peu différent. La porte elle-même a disparu. Il ne reste qu'un petit bout de la muraille, là où aujourd'hui on a une maison qui a installé son balcon à ce niveau-là. Et donc le socle rocheux qui a été entaillé aujourd'hui pour que la rue puisse monter en pente douce vers la ville. Descendons en ville basse sur la porte Bouquière ou Bouqueire, qui était la seule porte de la ville basse. Sur cet autre dessin, lui aussi peu connu, réalisé par Gustave Gallard avant 1841, on a une vue de la ville depuis, ici on est au niveau du plateau de la Madeleine, quasiment devant l'entrée du château aux Zones, et en y regardant de plus près, alors ce n'est pas une représentation très détaillée ni probablement très réaliste, mais on l'aperçoit ici, cette porte Bouquière. Au final, c'est le plan de 1810 qui nous donne l'élément le plus précis, à savoir pas grand-chose dans les détails. Terminons le tour de ville pour arriver à la porte Brunet. On est à l'est, ici, vous la voyez ici, et c'est, comme je le disais tout à l'heure, la seule porte que l'on conserve aujourd'hui. Cette porte est précédée d'une barbacane dont on devine la trace ici. Elle est sur un bloc rocheux au milieu du fossé. Et il y a quelques années, lors des travaux de réfection de la voirie, il y a eu une opération archéologique qui a été menée par Natacha Sauvêtre également, qui nous a fait plaisir de mettre à jour des fondations d'un bâtiment disparu que l'on ne soupçonnait pas. Vous devinez deux murs ici, parallèles, un là et un autre à ce niveau-là, qui se terminent par deux tourelles dont vous avez les vestiges ici, de tourelles circulaires, ce qui a permis de reconstituer le faciès d'origine de cette porte romane des années 1200, avec donc cette barbacane romane également qui servait de sas entre la campagne et la ville. On a un texte du XVIIIe siècle, si je me souviens bien, qui décrivait le même dispositif en avant de la porte bourgeoise au nord de la ville. Maintenant que l'on a les fondations de ce bâtiment, on comprend mieux comment s'organiser la défense en avant des portes de la ville. Donc voilà cette barbacane disparue de la porte Brunet. Voilà pour les 6 portes qui donnent accès à Saint-Émilion. Et il nous en manque une, si vous regardez bien sur le plan sur la droite, vous verrez que j'ai mis ici avec un point d'interrogation quant à la localisation précise, mais Frédéric Boutoul nous a retrouvé dans un texte du XIVe siècle la mention d'une porte, une petite porte, qui était appelée alors la poterne Renaud ou Renaud, du nom de l'une des grandes familles bourgeoises de Saint-Émilion. Cette porte devait se situer au centre du front oriental de la ville, puisque le texte parle du quartier de la Groulet et qu'aujourd'hui, la petite impasse qui est là s'appelle l'impasse Groulette, et cette impasse était en fait une rue. En pointillé ici, c'est toute la voirie qui a disparu aujourd'hui, mais que l'on a pu reconstituer grâce à différents indices. J'expliquerai tout à l'heure la raison de la disparition de toute cette voirie sur cette partie-là de la ville. Maintenant que nous avons fait le tour des portes, je vous propose de regarder plus en détail le tracé de l'enceinte. Vous le voyez en trait foncé pour les parties conservées. Cette enceinte, son tracé suit le plus souvent les orientations de la voirie. On le voit bien ici
à l'ouest, de même au sud et même au sud-est ici. Le tracé est relativement rectiligne, quelques ondulations de temps en temps, mais par moments, comme au nord de la ville, le tracé marque un arrondi beaucoup plus net au niveau de la façade du palais cardinal. Je ne sais pas si vous voyez bien là, sur la partie nord de mon plan, en haut à droite. Donc là, le tracé de l'enceinte s'arrondit. Un petit peu plus à l'ouest, ici, le tracé de l'enceinte romane va marquer plusieurs redans que vous voyez ici. Il a des petits décrochés qui donnent l'impression ici qu'on a cherché à s'adapter à des contraintes préexistantes. Pourquoi ne pas avoir tiré au droit à cet endroit? Non, on a fait un choix, visiblement, qui nous échappe totalement, puisque l'ensemble de ces bâtiments romans qui constituent l'enceinte ont bien été conçus et construits à la même période, sur quelques décennies peut-être, mais ce sont bien des maisons destinées à servir d'enceinte et non pas des maisons préexistantes qui se sont retrouvées associées à l'enceinte, si vous saisissez la subtilité. Ici, à chaque fois, ces maisons romanes qui font le tour de la ville, quand la portion de muraille est conservée, on a un mur qui fait entre 1,10 m et 1,50 m d'épaisseur, comme pour le palais cardinal ici. Donc on voit bien que c'est conçu comme un mur défensif et également résidentiel. C'est tout le paradoxe de l'enceinte de Saint-Émilion, mais ça, je l'ai déjà développé à plusieurs reprises dans d'autres conférences. Donc aujourd'hui, je ne m'étends pas sur les maisons qui forment l'enceinte et Pierre Garrigou y reviendra une autre fois. Donc, on voit que cette enceinte, le plus souvent, suit le tracé de la voirie, par moments s'adapte à des contraintes préexistantes, à des contraintes, je vais rester vague, et ce qui est frappant, si vous regardez le front nord-ouest de la ville, c'est qu'ici, l'enceinte ne s'adapte absolument pas au tracé antérieur, et c'est bien ce qui nous permet de déterminer que cette enceinte est venue après le lotissement et non pas l'inverse, c'est que cette enceinte recoupe le parcellaire, ici, complètement en biais. Les parcelles cadastrales sont bien organisées par rapport aux rues, par rapport à la voirie, alors que l'enceinte, elle, recoupe en biais ce parcellaire, surtout ce front-là. Et c'est particulièrement évident au niveau de la collégiale, ici. La collégiale, au moment où on construit l'enceinte, alors j'ai mis vers 1200 par convention, mais à cette époque-là, au moment où on construit l'enceinte, le chantier de la collégiale n'est probablement pas encore achevé. On est sur un édifice très imposant qui est encore en cours de construction. Et paradoxalement, eh bien, la muraille ici ne tient pas du tout compte de la collégiale et on va tirer au droit euh, sans se préoccuper de la pauvre église. Et c'est très évident quand vous en regardez la façade de cette tour-porche qui est d'ailleurs restée inachevée. Vous avez le portail central et une baie aveugle à droite. On avait la même chose, ou du moins le projet sur la gauche. D'ailleurs, en y regardant de plus près, on devine ici le départ du cordon, l'équivalent de celui-ci, du cordon mouluré qui partait dans cette direction. Et surtout, vous regarderez bien la prochaine fois que vous irez à Saint-Émilion, on a ici les premières pierres, la découpe arrondie, le négatif en fait de cet aménagement-là, de cette fausse baie ici qui se développait à ce niveau-là. Et le mur d'enceinte, si on reprend la vue précédente, ce mur d'enceinte va donc tirer au droit et littéralement amputer une partie de la façade de cette collégiale. Alors, faut-il y voir une forme de rivalité entre les bourgeois d'un côté et le chapitre canonial de l'autre? On en restera à l'état d'hypothèse. De même que cette enceinte, il faut également le noter, au sud, elle exclut totalement un quartier pourtant tout aussi ancien que la ville, je l'évoquais tout à l'heure, c'est le quartier de la Madeleine, qui non seulement est laissé à l'extérieur, mais en plus, le tracé de l'enceinte ici vient recouper son cimetière, puisque aux abords de la porte de la Madeleine, on voit creuser dans le rocher, à l'intérieur de la ville même, des vestiges de cuves de sarcophages. Donc l'enceinte ici va
exclure de fait ce quartier préexistant. Est-ce qu'il faut y voir la même chose qu'à Bordeaux, où les bourgeois de la ville de Bordeaux avaient exclu le quartier Saint-Seurin et les chanoines de Saint-Seurin? Je laisse la question en suspens. Ici, à Saint-Émilion, était-ce cette fois-ci une rivalité entre les bourgeois d'une part et les Lescours, donc les propriétaires de ce quartier de la Madeleine, ce quartier de Villeneuve? Peut-être qu'un jour, les textes nous permettront d'y répondre. Toujours est-il qu'avec le tracé de cette enceinte, c'est un petit peu la consécration de Saint-Émilion. C'est par cette enceinte que les bourgeois vont faire étalage de leur puissance, de leur richesse et de la réussite de la ville, qui va connaître alors un développement sans précédent. Et on rentre donc au XIIIe siècle, qui est l'âge d'or de Saint-Émilion. Cet âge d'or se matérialise par un bâtiment emblématique qui est construit dans la première moitié du XIIIe siècle. Ce bâtiment, c'est la Tour du Roi. Cette Tour du Roi qui a fait couler beaucoup d'encre et et de débats entre érudits et puis entre historiens. Aujourd'hui, on peut affirmer qu'elle est le dernier vestige, non pas d'une forteresse royale, mais tout simplement du premier hôtel de ville de Saint-Émilion. Il faut attendre la période moderne, le XVIIe et XVIIIe siècle, pour que des textes nous parlent du vieil hôtel de ville, de la Tour du Roi, qui se trouvait au niveau des enceintes basses qui accompagnent ce donjon. Et ce donjon urbain, c'est tout simplement l'ancien beffroi municipal. Sans rentrer dans le détail, il n'a aucune des caractéristiques des fortifications royales de l'époque, qu'on soit dans le camp français ou dans le camp plantagenet, dans le camp anglais. En revanche, ce donjon a tous les codes architecturaux de l'enceinte de Saint-Émilion. C'est le même mode de construction, le même type d'ouverture, le même type d'aménagement, et c'est une tour qui se trouve à l'intérieur de la ville, qui est faite, vous le voyez ici, pour regarder la ville et être vue depuis la ville. Elle n'a aucune communication avec l'extérieur, c'est vraiment un dialogue entre la ville et ses habitants, et c'est bien la raison d'être de ce beffroi municipal. Sa construction, on peut la situer dans les années 1220-1230, qui correspond aussi à l'apparition dans les textes de la jurade et d'un maire de Saint-Émilion. La reconnaissance de la commune en 1199, le roi d'Angleterre, dans la charte de Falaise, il s'adresse à un groupe de bourgeois indéfini. Il n'y a pas de nom, il n'y a pas de titre particulier. Ce sont les bourgeois de Saint-Émilion. Il faut attendre 1234 pour voir la mention d'une jurade et d'un maire. Donc, ça doit concrétiser un processus de développement communal. On est vraiment sur les prémices des villes à cette période-là. Donc, Saint-Émilion est vraiment précurseur. C'est la première ville de Gironde, du Bordelais, à avoir cette charte de commune avant Bordeaux, avant La Réole. Donc, ça montre bien l'importance qu'avait cette ville de Saint-Émilion. Cette ville de Saint-Émilion, au XIIIe siècle, elle connaît un développement sans précédent. Et très rapidement, l'enceinte romane va se trouver trop étriquée pour pouvoir accueillir toute la population. Ça, on a pu le mettre en évidence grâce à une opération archéologique qui s'est déroulée en ville basse. La ville basse a de tout temps été considérée comme plus populaire que la ville haute, moins urbanisée. On y a toujours vu des jardins, des enclos, quasiment plus de maisons médiévales aujourd'hui. Donc, c'était vu comme quelque chose de plus populaire et de moins urbanisé. Eh bien, c'est un tout autre regard que l'on porte aujourd'hui sur cette partie de la ville, puisque, je le disais, des sondages menés par les collègues archéologues de l'INRAP sur une parcelle de la ville basse, ici au niveau de la rue Vergniaud, sur ce qui était alors un parking en prévision d'un permis de construire, eh bien, les sondages ont consisté à faire 3 tranchées différentes, à 3 emplacements distincts de la parcelle. Voilà, j'avais oublié de passer
à la vignette suivante, veuillez m'excuser. Et vous voyez ici l'emplacement des 3 tranchées, et le hasard a fait qu'à chaque fois que la pelleteuse a ouvert le sol, eh bien, au fond des 3 tranchées, les collègues de l'INRAP ont retrouvé les soubassements de murs romans d'une qualité équivalente à la ville haute. Vous en voyez un ici, à ce niveau-là, ce qui correspond à ce petit pan de mur ici. Alors, vous me direz, c'est pas grand-chose. Mais 3 trous, 3 murs de 3 maisons distinctes, là aujourd'hui où on n'a plus que des jardins, ça nous montre qu'au début du XIIIe siècle, eh bien, cette ville basse était probablement tout aussi urbanisée et remplie de maisons accolées les unes aux autres que ne pouvait l'être à la même époque la ville haute et le pourtour de la pente de la Combe. Eh bien, lors de cette opération archéologique, quand on regarde de plus près, on s'aperçoit que le mur roman, vous le voyez ici, ce mur donc, de cette maison romane, fin 12e, début du XIIIe siècle, a été soigneusement arasé. On a en fait dû démolir ce qui restait de cette maison, rapporter une petite couche de terre végétale que vous voyez ici, et transformer, et puis un peu plus derrière, et transformer tout ce quartier-là, la majeure partie de ce quartier, disons, en jardin. Le mobilier trouvé dans cette terre rapportée permet de situer probablement au début de la période moderne, probablement dans le courant du XVIe siècle, cette phase de démolition et cette phase d'aménagement de jardin en ville basse. On y reviendra plus tard. On voit aussi sur cette photo des restes de pavements dont des résidus ont pu être analysés, et on a des concentrations de débris qui pourraient être associés soit à l'emplacement d'une étable, voire d'abattoir, puisque ici on se trouve juste à l'arrière de ce que l'on appelle la rue Bouquière ou Bouquaire, c'est-à-dire la rue des Bouchers, qui au passage est la plus vieille rue, du moins le nom le plus ancien connu à Saint-Émilion. C'est un nom que l'on trouve dans les textes dès 1220. Donc à l'arrière de la rue Bouquaire devaient se trouver des étables ou des abattoirs ici, qui étaient également desservis ou nettoyés au passage par ce petit ruisseau là, de la petite fontaine ici, et la grande fontaine qui jusqu'au 19e siècle, on le voit sur le plan ici, s'écoulait au centre de la rue Bouquaire. On imagine l'ambiance dans ces rues avec ce type de décor. Alors, comme la ville donc est pleine durant la première moitié du XIIIe siècle, eh bien, on va s'étendre vers l'extérieur. À partir du milieu du XIIIe siècle, on va voir se développer des faubourgs. Alors, il y avait déjà, je l'ai évoqué à plusieurs reprises, le faubourg de la Madeleine au sud, mais surtout à l'est de la ville, on va voir un faubourg se développer autour du couvent des Cordeliers ou franciscains ou frères menus, 3 noms pour un même ordre. Les franciscains sont mentionnés à Saint-Émilion à partir de 1255 et avaient leur premier couvent donc à l'est de la ville, au niveau des vignes de Villemorine actuelles, mais on ne peut pas aujourd'hui le localiser précisément, nous y reviendrons tout à l'heure. Quelques années plus tard, à partir de 1285, cette fois-ci c'est au nord de la ville que l'on a un deuxième couvent d'ordre mendiant qui est mentionné, à savoir les Jacobins, qu'on appelle également les Dominicains. Le souvenir de ce monastère, c'est ce que les Saint-Émilionnais appellent les Grandes Murailles, ici, qui était non pas une église démolie, mais un chantier interrompu. On voit bien ici là, que les ouvriers sont partis, ils ont fait ce qu'on appelle une chaîne d'attente, et ils ne sont pas revenus. Donc on a une église restée à jamais inachevée. C'est juste une portion du mur nord de la nef. Ça donne une idée de ce qu'aurait donné cette église si elle avait été achevée, donc qui correspond au premier couvent des Dominicains. Nous reviendrons aussi tout à l'heure sur la raison de l'inachèvement. Il faut mentionner aussi, juste à côté de ce couvent, au nord de la ville, on avait un hôpital, l'hôpital Saint-Julien, qui a laissé son nom au château et à la parcelle de vigne à côté. Mais de cet hôpital mentionné au XIVe siècle, il ne reste plus rien non plus aujourd'hui.
Donc il faut imaginer à la fin du XIIIe siècle une ville qui est largement passée au-delà de ces murailles romanes des années 1200, une ville beaucoup plus grande que l'on imagine aujourd'hui, et ça marque l'âge d'or, l'apogée de Saint-Émilion, avec une date, 1289, qui correspond à la naissance de la juridiction de Saint-Émilion. On l'a vu, en 1199, les Saint-Émilionnais sont autorisés à s'organiser en communes. À partir de 1234, on a la mention de la jurade, donc ce conseil municipal avec à sa tête son maire. Mais durant tout le XIIIe siècle, cette jurade va diriger une ville et un territoire dont les contours sont très mal définis, comme bien d'autres juridictions, ce qui entraîne de très nombreux conflits avec les différentes autorités locales, si bien que dans les années 1270-1280, le roi-duc va faire délimiter précisément les différentes juridictions, et en particulier celle qui est octroyée à la jurade de Saint-Émilion en 1289. Ce sont les 8 communes actuelles que l'on connaît et qui vont donc délimiter ce territoire sur lequel les jurats de Saint-Émilion règnent presque en maître. Il faut imaginer là cet idéal des villes françaises qui lorgnent vers les cités-États italiennes. Eh bien, à la fin du XIIIe siècle, Saint-Émilion et les Saint-Émilionnais l'ont presque atteint, cet idéal. Encore une fois, avant bien d'autres villes. On est au tout début du phénomène des Bastides. Donc Saint-Émilion est la grande ville de la région à l'époque. On a au début du XIVe siècle une enquête fiscale qui permet d'estimer la population de Saint-Émilion à environ 2500 habitants. Avec ces 2 monastères mendiants, avec tous ces éléments, aujourd'hui, les historiens estiment que Saint-Émilion, à cette époque-là, au moment de son âge d'or, de son apogée, était la 2e ville du Bordelais, après Bordeaux. Donc, sur cette période d'apogée, que je n'oublie rien au passage, eh bien, ça ne va pas durer longtemps, puisque la fin de l'âge d'or arrive très vite. Le retournement de conjoncture est vraiment brutal. D'une part, dès le début du XIVe siècle, Saint-Émilion va être concurrencé par la toute jeune bastide de Libourne. Libourne, vous voyez ici son ancien nom, le nom de la paroisse primitive, Saint-Jean de Faudzera. La bastide de Libourne est fondée en 1269 et va connaître une prospérité très rapide. Déjà parce qu'elle est favorisée par le pouvoir ducal, et en plus du fait de cette implantation très stratégique à la confluence de l'Isle et de la Dordogne, directement en bord de fleuve, alors que Saint-Émilion, on le voit ici, la ville est au cœur des terres. Le port de Saint-Émilion, qui était le port de Pierrefitte au niveau du menhir actuel, est à plus de 4 km, ce qui représente un handicap commercial et puis un handicap également défensif, avec le déclenchement de la guerre de Cent Ans en 1337. Eh bien, là, nos Saint-Émilionnais vont se retrouver loin de leur ligne d'approvisionnement, ne peuvent pas utiliser la défense naturelle qu'offre le fleuve, alors que Libourne va vraiment en bénéficier. Tout au long du XIVe siècle, Libourne va s'enfermer dans une puissante muraille. Il n'y a qu'à voir cette énorme porte, la porte du port ici, là, qui donne sur l'Isle, juste au niveau de la confluence, une fortification très imposante, très impressionnante, une vraie fortification. Vous comprendrez pourquoi j'insiste sur ce terme très, très bientôt. Saint-Émilion a un autre handicap, c'est son enceinte. L'enceinte romane, je vous l'ai dit, elle est constituée par les maisons elles-mêmes. Vous avez vu qu'on a des fenêtres, et vous conviendrez que pour défendre une ville, une enceinte percée de fenêtres, ce n'est pas l'idéal. Donc, les Saint-Émilionnais vont se retrouver face à un dilemme important. Non seulement la vieille enceinte romane est une vraie passoire, mais en plus, je l'ai montré tout à l'heure, les faubourgs se sont développés tout autour, et donc l'enceinte n'a plus aucune fonction défensive. Donc se pose la question de comment mieux protéger la ville à cette époque-là, au début du XIVe siècle.
Là où toutes les autres villes du Bordelais vont construire de nouvelles murailles pour protéger leurs faubourgs, on peut penser à ce qui se passe à Bordeaux, à Saint-Macaire, à La Réole, par exemple, eh bien, à Saint-Émilion, visiblement, la ville n'a plus les moyens d'investir dans une muraille. Et dès le déclenchement de la guerre de Cent Ans, en 1137, les bourgeois de Saint-Émilion prennent une décision radicale, puisqu'à défaut de pouvoir défendre leur faubourg, ils vont tout bonnement organiser leur démolition. Et en l'espace de 2 ans, visiblement, entre 1338 et 1340, eh bien, c'est près d'un siècle de développement urbain qui va être littéralement gommé. Tout le quartier où se trouvait jusqu'alors le couvent des Cordeliers, si vous suivez sur ma souris ici, donc à l'est de la ville, est rasé, tout comme le quartier où se trouvait le couvent des Dominicains. Vous apercevez ici le vestige dont je parlais l'autre fois, à savoir les Grandes Murailles, les restes de cette église des Dominicains qui était alors en construction. Et également au sud de la ville, le quartier de la Madeleine, dont il ne reste plus aujourd'hui, vous voyez en photo ici, que la modeste chapelle que vous apercevez là. Par contre, l'église Sainte-Marie, dont j'avais parlé l'autre fois, qui était l'église paroissiale, qui se trouvait à cet emplacement-là et qui est actuellement en cours de fouille, eh bien celle-ci a complètement disparu, probablement à cette même période. C'est du moins l'une des hypothèses. Donc, la démolition de ces quartiers va avoir un impact sur la ville elle-même, sur la ville ancienne, à savoir qu'une partie des habitants qui se trouvaient hors les murs de la ville vont se replier à l'intérieur. Et on va avoir, durant une période assez courte, visiblement une certaine densification du bâti, puisque tout le monde va devoir se replier à l'intérieur des murailles. Alors, une fois qu'on a fait table rase de ce qui pouvait gêner la défense de la ville, vous l'aurez compris, la démolition des quartiers extramuros, l'idée c'était d'éviter qu'un éventuel assaillant puisse approcher à couvert des murailles. Et ces murailles, donc c'est cette fameuse enceinte des années 1200, cette enceinte romane, on va la renforcer. Mais là aussi, les moyens dont dispose la ville sont visiblement très limités, puisque, comme vous allez le voir, il n'y a pas la moindre tour, une véritable tour bien conçue pour défendre cette ville. Non, visiblement, ici, on fait avec des moyens limités, comme on peut voir ici sur le front ouest. Vous voyez sur cette photo, ici, la collégiale se trouve juste sur la gauche, si vous reconnaissez. Donc, on a ici l'enceinte romane, les vestiges de plusieurs maisons romanes accolées les unes aux autres, avec des contreforts qui les séparaient. Et bien, au niveau du chemin de ronde, on voit ici qu'on a une reconstruction juste de la partie supérieure. On aménage un chemin de ronde sur mâchicoulis pour améliorer quelque peu la défense, mais vous conviendrez que c'est assez modeste. Autre réaménagement, alors ça c'est ce que l'on repère aux abords des principales portes de la ville. On voit ici sur cette gravure de Léo Drouin, on est au nord, vous voyez sur le plan, au niveau de ce qu'était la porte bourgeoise que j'avais présentée la semaine dernière. Vous la voyez sur ce dessin de Drouin. Eh bien, vous avez ici le palais cardinal qui correspond donc à cette enceinte romane des années 1200. Eh bien, la portion de muraille entre le palais cardinal et la porte bourgeoise est reconstruite au XIVe siècle. Ça correspond au mur que vous voyez ici. Et là, on fait tout de suite la différence entre ce qui est un mur conçu pour la défense. Ici, il n'y a aucune fenêtre, un mur épais, percé uniquement, vous le voyez ici, d'étroites archères. Ici, c'est un mur bien conçu pour protéger les abords de la ville. Et ça met d'autant plus en évidence le peu de défense qu'il y a sur la partie romane. On voit tout de suite le contraste entre les deux ici. Si on poursuit notre tour de ville, ici on se trouve non loin du palais cardinal, au niveau de l'angle nord-est, vous le voyez là. Et bien ici, vous avez une maison romane, toujours des années 1200, et sur l'angle de la ville, quelques consoles de mâchicoulis vont permettre d'aménager ici une plateforme. Donc on n'a pas les sous pour construire une puissante tour dans l'angle de la ville. On se contente donc d'une modeste plateforme, et ce type d'aménagement, avec quelques variantes, on va le retrouver un petit peu partout autour de la ville, et en particulier
aux abords des portes. Vous le voyez ici, là c'est ce qui est entouré en orange. On renforce la défense des abords des portes. C'est le cas également à l'est. Et finalement, ce qui est le plus développé du point de vue défensif à Saint-Émilion, c'est, vous le voyez en photo ici, ce que l'on appelle la tour du guetteur, qui, en guise de tour, est bien modeste. On a surépaissi l'enceinte préexistante en construisant donc cet aménagement sur 2 étages avec une archère en partie basse, une petite salle de tir en partie haute. Alors, comme le bâtiment a connu quelques réaménagements et que l'enceinte médiévale a disparu de part et d'autre, j'ai fait intervenir un dessinateur qui propose un certain nombre de restitutions aquarellées à partir des croquis que je lui ai faits. Et voilà donc la restitution que je vous propose de ce que devait être cette tour du guetteur, avec donc voilà, cette meurtrière percée en partie basse et cette salle de tir ici, que vous voyez avec 2 petites meurtrières. L'intérêt de cet aménagement ici, c'est qu'on est à la jonction entre la ville haute, que vous voyez ici, et la pente qui descend vers la ville basse. Et cette tour du guetteur fait office de relais entre 2 niveaux d'enceinte, celui de la ville haute ici qui devait arriver directement au sommet de cette tour du guetteur. Le sol de la ville haute, vous voyez ici, on communique avec cette salle et par cette porte-là, que vous retrouvez aujourd'hui ici, qui est une fenêtre actuellement, eh bien, on débouchait directement sur le sommet du mur d'enceinte. Donc, cette cette tour du guetteur faisait donc la jonction entre ces 2 portions d'enceinte. Alors aujourd'hui, ne cherchez pas la meurtrière, il y a eu un reparmentage, un changement de pierre, si vous voulez, il y a quelques décennies et on a tout simplement masqué l'archère. Par contre, elle est encore bien conservée à l'intérieur et vous voyez ici, on a son ébrasement. Cette portion d'enceinte qui s'est effondrée au début du XXe siècle, on la connaît par une photo ancienne et par quelques bribes de dessin qui permettent de restituer de façon assurée ce contrefort et puis cette jonction entre ces 2 parties. Voilà pour les réaménagements que l'on trouve sur l'enceinte de Saint-Émilion pour essayer de renforcer les défenses de la ville au plus fort de la guerre de Cent Ans. On est bien loin des murailles puissamment défendues qui sont conçues et construites à Libourne, à Bordeaux et ailleurs à la même époque. Oui, au passage, pour restituer ces défenses, je me suis inspiré de l'enluminure que vous voyez ici, à savoir l'Armorial de Revel, qui est un manuscrit des années 1450 et qui est une des premières représentations réalistes dans l'iconographie médiévale. On y voit des dizaines de dessins de villes et châteaux d'Auvergne et du Forez. Et en l'occurrence, ici, vous avez la ville de Néronde. Et en consultant cet armorial, eh bien, je me suis aperçu que sur les enceintes de ville, moins on avait de tours défensives, plus on rencontrait de petits aménagements, vous voyez, des petites cabanes, des petites cahutes en bois que l'on venait poser sur le mur d'enceinte. On en voit sur de très nombreuses villes d'Auvergne dans cet armorial. Et donc, c'est un palliatif, là, une défense à moindre coût pour renforcer le chemin de ronde et créer des postes un peu plus sécurisés pour la défense de la ville. Et pendant ce temps-là, alors que on cherche à améliorer les défenses de la ville, eh bien certains bourgeois, comme on le voit sur cette photo d'une maison romane, eh bien certains bourgeois n'hésitent pas à mettre la façade de leur maison à la mode. On voit ici que lui n'a pas hésité à percer une grande fenêtre gothique, alors que dans le même temps, on essaye d'améliorer tant bien que mal les défenses de la ville. Et pourtant ici, on est bien sur le mur d'enceinte, le chemin de ronde se trouvait à ce niveau-là. On a même ici des trous d'ancrage d'une galerie de hourds qui renforçait la défense des parties hautes. Et dans le même temps, on le voit ici, on ajoure par une grande fenêtre. C'est ce que l'on retrouve également à ce niveau-là, de l'autre côté de l'enceinte. Donc on voit que malgré la guerre de Cent Ans, les préoccupations défensives à Saint-Émilion sont somme toute relativement limitées. Alors, là, on en vient à la période la plus sombre de la ville, à savoir le XVe siècle, puisqu'après une brève densification du bâti et de la population en ville, dès le milieu du XIVe siècle, en fait, la grande peste noire qui sévit de 1347 à 1349 sur l'ensemble de l'Europe, une pandémie qui est
euh, beaucoup plus douloureuse en termes de dégâts humains que ce que l'on peut connaître actuellement, puisque la peste noire, on estime qu'elle a fait disparaître entre le tiers et la moitié de la population européenne en l'espace de 2 ans. On imagine qu'à Saint-Émilion, l'impact a été le même et malheureusement, eh bien, faute d'habitants, la ville se vide littéralement. Les textes du XVe siècle parlent très régulièrement de désert, non pas d'une ville désertique, mais d'une ville désertée. Beaucoup de maisons sont à l'abandon, des quartiers entiers doivent être abandonnés, et ce, dès la fin du XIVe siècle, puisqu'on va voir un phénomène très évident du déclin de Saint-Émilion, à savoir dans les années 1380, les ordres mendiants, vous vous souvenez de ces couvents hors les murs qui avaient été démolis dans les années 1330-1340, eh bien, nos moines s'étaient réfugiés on ne sait où à l'intérieur des murailles, et en 1380, ils obtiennent l'autorisation officielle de reconstruire leur couvent, cette fois-ci, à l'intérieur de la ville. La conséquence, c'est qu'ils vont faire disparaître des quartiers entiers de Saint-Émilion, à savoir au sud, enfin on est à l'est de la ville ici, mais sur cet îlot, eh bien au sud de cet îlot vont s'installer les Cordeliers. Vous voyez cette église ici, et en y regardant de plus près, eh bien, la façade de l'église et du couvent va intégrer, on le voit ici, des vestiges de portes, d'ouvertures de boutiques. Eh bien, ce sont les restes de maisons de la fin du XIIIe siècle qui se trouvaient là avant et qui vont se trouver intégrées au couvent. On a même des caves dont on en voit les soupiraux ici, là, qui sont conservées aujourd'hui sous les vestiges du couvent. Un peu plus au nord, c'est la même chose avec les Jacobins ou Dominicains, je répète, c'est le même ordre. On voit ici la façade de l'église avec, ici et là, les vestiges bien, de la maison qui existait avant, à savoir une porte d'entrée et ici une ouverture de boutique, alors qu'on est bien dans le volume de cette grande église des Jacobins, appelée aujourd'hui salle des Dominicains. Donc, on a un quartier entier qui disparaît et c'est la raison aussi de la disparition de toute une partie de la voirie. Souvenez-vous, la semaine dernière, je l'avais représenté en pointillé. Eh bien, on a de nombreux indices qui nous permettent d'en restituer le tracé de ces rues disparues, littéralement écrasées par les deux couvents d'ordre mendiant ici. Alors, on va passer là rapidement sur cette triste période de la guerre de Cent Ans. La ville, au lendemain de la guerre de Cent Ans, va connaître un lent redressement relativement tardif, puisqu'il faut attendre les années 1470 pour retrouver les premiers indices d'une reconstruction et les prémices du redressement de Saint-Émilion. La ville, entre-temps, s'est vidée puisque dans ces années 1470, on a une nouvelle enquête qui est réalisée par le pouvoir royal, une enquête fiscale, qui permet d'estimer la population entre 900 et 1100, 1200 habitants. Souvenez-vous, on est bien loin de l'estimation à 2500 habitants que l'on avait par une première enquête fiscale au tout début du XIVe siècle. Donc là, c'est une ville qui s'est littéralement vidée de sa population que l'on va voir à la fin du XVe siècle. Alors, les chantiers de construction que l'on peut mentionner en ville, alors les couvents mendiants qui continuent à s'étendre à cette époque, et puis surtout, on a la mention dans les premières archives de la Jurade de la construction d'un nouvel hôtel de ville que vous voyez ici. Pour celles et ceux qui connaissent, on est sous la halle à côté de la place du marché. Vers 1470-1471, ce nouvel hôtel de ville se trouve donc en plein centre ici et va cohabiter avec le vieil hôtel de ville, rappelez-vous ce que j'avais indiqué, à savoir la Tour du Roi, qui ne perd sa fonction d'hôtel de ville que dans les années 1720. Tous les bâtiments, excepté la Tour du Roi elle-même, vont être démolis au milieu du XVIIIe siècle pour agrandir l'hôtel de ville de la place du marché, et c'est à ce moment-là que l'on va construire le bâtiment dont vous voyez le départ ici, avec la halle en dessous et sa façade en 1765. Mais là, c'est un autre sujet. Donc cet hôtel de ville, que construit-on aussi à cette époque-là? Ce très beau bâtiment, cette très belle maison bourgeoise, on est au début du XVIe siècle, comme l'atteste à l'intérieur de ce bâtiment les poutres qui sont conservées, que l'on a pu dater grâce à la dendrochronologie,
qui a permis de déterminer que les bois qui ont servi à ces poutres ont été abattus pour les derniers en 1507. Donc, ce qui correspond à la mise en œuvre des bois très peu de temps après. C'est cohérent avec cette très belle maison qui, au passage, s'est vue rajouter à la même période d'ailleurs, une tour d'escalier que vous voyez ici. Et cette tour d'escalier va s'implanter sur les ruines d'une ancienne maison romane qui se trouvait à côté. Autre chantier emblématique de cette période à Saint-Émilion, vous connaissez peut-être, c'est celui qu'on appelle le logis Mallet. On est à l'ouest de la ville. Vous en voyez le pignon ici, à la guise de France, c'est-à-dire ce pignon très aigu, avec la charpente que vous avez en photo ici, qui elle aussi a pu être datée par dendrochronologie, et les bois proviennent de 2 campagnes d'abattage en 1519-1520. Vous voyez que c'est très précis ici, et ça permet donc de situer ce chantier. C'est également à cette même période qu'appartient le dernier chantier d'agrandissement de la collégiale, à savoir l'agrandissement de son chœur que vous voyez ici, qui peut être daté de 1522. C'est le millésime que l'on trouve sur ces verrières que vous apercevez ici. C'est également cette même date que l'on trouve sur l'une des cloches. Donc 1522, ça marque la fin de la phase de reconstruction. Alors, sur l'avant-dernière étape de cette conférence, je voudrais illustrer un petit peu tout ce que je vous ai dit avec un cas d'étude, à savoir une opération archéologique que j'ai menée donc, avec ma collègue Agnès Marin en 2016, début 2017, sur ce bâtiment de la ville basse. Ici, vous voyez qu'on se trouve rue de la Grande Fontaine, juste en face justement de la fameuse Grande Fontaine, qui est en fait un lavoir ici. Et ce bâtiment nous intéressait à plus d'un titre. On a une façade ici avec les vestiges d'une fenêtre à meneaux des années 1500, mais on l'avait repéré lors de la phase d'inventaire, et on avait repéré également que le sol était en terre battue et pouvait laisser présager de découvertes intéressantes. Ce bâtiment était d'autant plus important qu'il se trouvait, vous le voyez ici sur cette vignette, sur un tracé dans le parcellaire, ce qu'on appelle un tracé remarquable, qui avait été un temps identifié comme le potentiel vestige, le négatif, d'une enceinte ou d'un fossé qui aurait délimité un premier noyau urbain, ici, autour de l'église souterraine en ville basse. Cette hypothèse, comme vous allez le voir, aujourd'hui est mise à mal, puisque cette opération archéologique nous a permis d'aller voir de plus près cette portion de cet hypothétique tracé. Alors, je ne vais pas aujourd'hui vous faire une conférence sur l'ensemble de cette opération archéologique. Je vais vous en montrer juste quelques extraits pour vous faire comprendre la complexité de ce parcellaire de Saint-Émilion, la dynamique de construction et d'évolution de ce quartier. Alors, on a dénombré pas moins de 11 phases d'agrandissement et de remaniement du parcellaire sur cette seule maison, sur ce seul bâtiment. Alors, vous voyez ici, j'ai mis en rouge le tracé de la parcelle cadastrale telle qu'on la connaît aujourd'hui, avec cet alignement parcellaire qui était présagé comme remarquable. Eh bien, malgré ce tracé, alors vous voyez qu'avec Agnès, on a fait quelques petits trous dans le sol de ce bâtiment qui était à l'abandon, et on a pu mettre au jour ce que vous voyez ici, les fondations d'un mur qui est aujourd'hui l'un des plus anciens murs connus à Saint-Émilion, à savoir un mur ici qui se prolongeait sur la parcelle voisine, donc au-delà du bâtiment actuel, et ce mur appartenait à une maison, donc que vous retrouvez en coupe ici, dont vous avez le mur de fond dont je parle, et qui devait s'étendre jusqu'à la rue de la Grande Fontaine. Alors, on n'a aucun élément de datation, si ce n'est que ce mur est plus ancien que celui que vous voyez ici, avec ces pierres de taille de grand appareil, caractéristiques des maisons romanes de Saint-Émilion du XIIe et du début du XIIIe siècle, celle dont j'ai longuement parlé précédément. Donc, on sait seulement que ce mur est plus ancien. Donc, est-ce qu'on est première moitié du XIIe, peut-être XIe siècle? Ici, on manque d'éléments précis. Toujours est-il que lors de la grande phase de développement urbain du XIIe siècle, eh bien, on est en ville basse et on a une belle maison romane qui vient se construire adossée à ce mur-là. Vous en retrouvez l'élévation ici.
et le plan de ce côté. Voici le plan schématique avec une maison romane qui se développe de part et d'autre du mur que vous voyez sur la photo. On voit bien ici qu'il n'y a donc pas de limite actuelle qui tienne à ce niveau-là. Vous noterez qu'on a une deuxième maison romane qui, elle, est construite de l'autre côté de l'îlot d'habitation, à regarder vers l'autre rue, la rue de la Petite Fontaine. En regardant sur la coupe schématique, on voit bien ici les deux bâtiments et entre les deux bâtiments, un espace non bâti. Et c'est là que ça devient intéressant. Quand on passe à la phase suivante, probablement dans le courant du XIVe siècle, on va avoir un nouveau bâtiment qui va venir s'insérer entre les deux bâtiments préexistants, dans ce qui était probablement une cour ou un jardin auparavant. Vous trouvez ce nouveau bâtiment à cet emplacement-là. Alors, c'est peut-être un petit peu petit comme vignette, je m'en excuse par avance. Vous voyez peut-être ici les pointillés qui correspondent à des niveaux de plancher. Et là, si je vous montre une photo, ou plutôt ici en deux photos, parce qu'il était trop grand, le mur que vous voyez ici en coupe, eh bien, on s'aperçoit que dans cet espace, on va venir loger un bâtiment avec des hauteurs sous plafond extrêmement faibles. Là, on voit un bâtiment roman avec une grande hauteur sous plafond, on doit être de l'ordre de 3 mètres, 3 mètres 50. Ici, on est à peine à 2 mètres pour ce qui est le premier étage de cette unité 5, ce qui permet de déterminer, regardez sur cette photo-là, vous apercevez ici les vestiges d'une première porte, ici, et juste au-dessus, si vous regardez bien, une deuxième porte posée immédiatement sur la précédente. Ce qui veut dire qu'ici, on avait un étage d'à peine 2 mètres sous plafond. En gros, il fallait baisser la tête sous les poutres. Et ça, c'est très atypique pour Saint-Émilion et d'ailleurs comme pour beaucoup d'autres villes de l'époque où on a plutôt tendance à avoir des grandes hauteurs sous plafond. C'est plutôt un indice qui tendrait vers un habitat d'une qualité assez médiocre et vers une densité. On a essayé de faire rentrer un maximum de monde dans cette ville de Saint-Émilion. Ça pourrait être, rappelez-vous, au moment où on a détruit les faubourgs et il faut loger les Saint-Émilionnais dans cette enceinte trop étriquée. Comme je l'ai dit, ça ne va pas durer longtemps avec la peste noire. Et quand cette maison s'agrandit, eh bien, on va revenir à des hauteurs sous plafond plus conformes aux habitudes de l'époque. Et j'en passe très rapidement aux dernières étapes d'évolution de ce bâtiment. L'enveloppe de la maison, que je vous ai montré en photo tout à l'heure et que vous retrouvez ici, eh bien, on voit en fait qu'elle apparaît au moment de la 6e phase, vers 1500. Et donc, ce qui constitue la limite parcellaire actuelle et les murs extérieurs actuels correspond en fait à cette phase de reconstruction du tout début du XVIe siècle, donc après la guerre de Cent Ans. Ce qui signifie qu'ici, dans ce quartier, au moins, ce quartier qui a connu une forte déprise urbaine, une recomposition parcellaire très importante à cette période, en ce début du XVIe siècle, eh bien, la mémoire du parcellaire ici n'est pas antérieure à cette période-là. Donc, ces parcelles-là ne peuvent pas documenter un éventuel fossé ou le souvenir d'une enceinte du XIIe siècle, au moins pour ce quartier-là. On voit qu'ici, ça n'est pas possible. Donc, au travers de ce bâtiment de la ville basse, on voit l'extraordinaire dynamique et densité du bâti. Et un autre point qu'on avait relevé, regardez avec les pointillés ici qui correspondent au niveau du sol actuel de la rue et de la maison. Le sol des deux maisons romanes sont à peu près respectivement de 1 mètre et même 2 mètres en dessous du niveau actuel. À chaque fois, ce que l'on a repéré en fouille, c'est qu'on a une élévation des niveaux de sol due à la montée des eaux des deux petites rivières, les petites et grandes fontaines, qui passent de part et d'autre et qui ont dû progressivement inonder les sous-sols de la ville, ce qui fait que cette ville basse, non seulement les maisons vont progressivement être surélevées, leur rez-de-chaussée, et puis surtout, vous l'aurez compris, moins propices à l'habitat, beaucoup de maisons vont être rasées et on va aménager les jardins dont j'avais parlé précédemment dans la première partie de la conférence. Alors, cette ville, malgré tout, a connu un certain regain dans son économie, visiblement. On le voit au travers des constructions, durant le XVIe siècle. Mais malheureusement pour elle, les guerres de religion vont mettre un terme définitif à ces velléités de retour à la prospérité, puisque durant ces guerres, pas moins de 4 armées, successivement huguenotes
et catholiques également vont occuper Saint-Émilion, mettre la ville à sac, piller les maisons, brûler une partie des archives, démolir une partie des sanctuaires, si bien que Saint-Émilion ne se relèvera pas au lendemain des guerres de religion. La ville continue à se vider, à tel point qu'au moment de la contre-réforme, dans la première moitié du XVIe siècle, on a un nouveau couvent qui va s'installer en ville, le couvent des Ursulines, qui est un couvent féminin que vous voyez à cet emplacement-là, et qui lui aussi va faire disparaître un quartier entier de Saint-Émilion, cette fois-ci à l'ouest, comme cela avait été le cas 200 ans plus tôt à l'est avec les ordres mendiants. Les Ursulines, aujourd'hui, il ne reste plus rien à l'intérieur de la ville qu'une grande parcelle de vignes qui a remplacé les bâtiments que l'on connaît par le cadastre ancien, le cadastre de 1810. Vous voyez le plan de masse ici du couvent. Et puis, ce qui est probablement le plus vieux dessin connu de Saint-Émilion, qui est attribué à Pierre Lacour et reproduit ici par Émilien Pigano. C'est un dessin qui est dans les collections de la Société archéologique de Bordeaux. Sur ce dessin, vous apercevez ici la tour du roi, ici au premier plan, les toitures de la chapelle de la Trinité, et entre les deux, au loin, eh bien, le voici, ce couvent des Ursulines, cet ensemble de bâtiments ici correspond à cette partie-là. L'église conventuelle occupait donc cet espace-là. On la retrouve ici avec son clocher. On avait un bâtiment en retour ici qui vient là. Un autre bâtiment imposant ici que vous retrouvez à cet endroit-là sur le dessin, ce qui correspond à l'ancienne école de gendarmerie ici. Et vous retrouvez, je l'avais présenté sur un autre dessin la semaine dernière, la porte Saint-Martin à ce niveau-là. Donc, de la ville médiévale, finalement, aujourd'hui, il ne reste plus grand-chose. On a bien sûr ce périmètre de cette enceinte, qui est aujourd'hui l'une des enceintes romanes les mieux conservées de France, justement du fait de l'abandon progressif de la ville. Il n'y a pas eu, ou peu, comparé à bien d'autres villes, de reconstruction. C'est donc une ville dont le développement s'est interrompu, et c'est ce qui permet aujourd'hui la conservation de ce riche patrimoine médiéval qui n'a pas été remplacé, ou moins qu'ailleurs, par du bâti plus récent. À Saint-Émilion, si la prospérité économique revient effectivement au XVIIIe et au XIXe siècle par la vigne, à cette époque, il n'y a plus d'impératif à se protéger derrière des murailles. Elles sont totalement obsolètes de toute façon. Et donc, les Saint-Émilionnais, les riches Saint-Émilionnais, c'est directement dans leur vignoble qu'ils vont s'installer. Et c'est à cette époque que naissent la plupart des grands châteaux que l'on connaît actuellement. Et la ville est à cette époque-là en grande partie délaissée. Et je terminerai ma conférence sur cette photo de la Société archéologique de la Société d'histoire et d'archéologie de Saint-Émilion. Je fais un clin d'œil au passage à tous ces sociétaires, et sur cette magnifique photo qui est certainement l'une des plus vieilles de Saint-Émilion. En regardant de près, on est avant 1870, puisque l'on se trouve ici à l'emplacement de l'actuelle rue Gadet, vous savez, cette grande percée haussmannienne, on pourrait dire, qui permet en voiture de monter facilement en ville haute de Saint-Émilion. Eh bien, on s'aperçoit donc qu'avant 1870, toute cette zone de rupture de pente entre la ville haute et la ville basse, eh bien, en zoomant de plus près, on s'aperçoit qu'on a ici des parcelles de vignes sur échalas, où vous devinez les piquets, la de vigne haute, et on a ces fameuses petites escalettes qui permettaient de relier ville haute et ville basse. Aujourd'hui, ces escalettes sont en cul-de-sac. Vous avez les énormes murs de soutènement qui dominent la rue Gadet, qui a fait disparaître au passage la commanderie et une partie de la maison de la Cadène. Voilà pour des bâtiments assez connus de Saint-Émilion, dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler à l'occasion d'autres conférences, et dont vous parlera peut-être mon collègue Pierre Garrigou-Grandchamp dans sa conférence sur les maisons médiévales. Et puis, j'espère avoir l'occasion très prochainement de vous proposer soit d'autres conférences, soit, quand nous ne serons plus trop confinés, de vous proposer des visites de Saint-Émilion
millions et d'ailleurs. Je fais un clin d'œil à tous mes collègues guides conférenciers qui vivent une période très compliquée aujourd'hui. Donc, on est pressé de pouvoir retrouver nos groupes et de vous faire découvrir in situ ce riche patrimoine de Saint-Émilion et d'ailleurs. En parlant d'in situ, je terminerai bien sur ce que je vous ai dit durant les 2 épisodes de cette conférence mouvementée. Vous pourrez le retrouver dans le cahier du patrimoine, donc vous voyez la couverture ici, que j'ai eu le plaisir de coécrire donc, en 2016 avec Agnès Marin, Frédéric Boutoul et Pierre Garrigou-Grandchamp, qui est donc la synthèse de cette opération scientifique. Et puis, j'espère bien, dans quelques semaines ou au pire quelques mois, pouvoir vous annoncer la parution de mon nouveau livre sur Saint-Émilion, cette fois-ci destiné au grand public, un public plus large, sur Saint-Émilion au Moyen-Âge. J'essaie de recontextualiser au maximum tous les apports des différentes recherches auxquelles j'ai participé et ce qu'ont fait également les collègues. Vous aurez tout à l'heure la conférence de Pierre sur le sanctuaire souterrain. La semaine prochaine, il me semble que ce sera Juliette Masson sur la collégiale. Alors, j'évoque ces différents bâtiments emblématiques de Saint-Émilion dans ce livre à sortir très prochainement, j'espère. Il a dû être reporté l'année dernière du fait du confinement. Je crains un nouveau report. J'espère pouvoir vous le présenter très rapidement, un livre aux éditions Ozonus dans la collection justement In situ qui est dédiée à la vulgarisation de la recherche scientifique. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention, d'être revenus aussi nombreux pour ce 2e épisode après cette interruption brutale de la semaine dernière. Donc, à nouveau, merci de suivre ces conférences à distance. C'est un exercice un peu particulier pour les conférenciers. Si vous avez des questions, je vous laisse maintenant la parole et puis surtout, je vais rendre la parole à Pierre, que je remercie de m'avoir prêté un bout de son temps pour pouvoir terminer ma conférence. Donc, merci à toutes et à tous, bonne fin de soirée et à très bientôt. Je suis à votre disposition. Au revoir à tous.